à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Territoire Éco Var, l'émission économique de Var Matin. Bonjour Amandine. Aujourd'hui, un café de l'éco consacré au thème de la relocalisation. Puis nous partirons à la rencontre de Start Mining, spécialisée dans le minage de crypto-monnaies. C'est l'entreprise du mois. Et le poste nous permettra d'en savoir plus sur le réseau Femmes Chefs d'entreprise. Tout de suite, le café de l'éco. Consommer local, circuit court, recréer du lien sont autant de nouvelles priorités pour le consommateur. Les entreprises l'ont bien compris et s'adaptent, enfin en tout cas les entreprises de nos invités. Charlotte Dubos, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Megara, à qui on doit le site Berceau Magique, le roi du e-commerce en termes de puriculture. Je pense que tous les parents connaissent le site. Ce qu'ils savent moins, c'est que l'entreprise a été fondée à Toulon et a récemment déménagé à Sifour. François Moulias, bonjour. Vous êtes le directeur de la Compagnie des Amandes, fondée avec Arnaud Montebourg, dont la priorité est de repositionner la production d'amandes au sein du territoire français, et notamment avec sa casserie à Signes. Donc c'est un projet emblématique du Made in France, soutenu du coup par l'État, mais vous galérez toujours pour le financement. Expliquez-nous un peu ce qui se passe. Alors non, ça y est, on va y arriver. On a enfin obtenu une offre de crédit et nous sommes en train d'augmenter le capital pour pouvoir financer notre part. Mais effectivement, c'est un bel exemple parce que c'est un projet qui est soutenu par la Banque des Territoires pour sa partie immobilière, par la région Sud et par l'État à travers France 2030 pour l'exploitant, c'est-à-dire l'usine elle-même. Et malgré ces aides, on a quand même signé pour 3,3 millions d'aides publiques avec l'État et avec la région Sud. Merci à eux. Et malgré ces aides, on aura eu un mal fou à sortir le projet. Et pourquoi ? Essentiellement parce que ce n'est pas un cas particulier. Ce que nous disent les animateurs de France 2030, qui, je le rappelle, déversent des dizaines de milliards d'euros dans l'économie, avec justement l'ambition de relocaliser la production et de recréer des filières en France, ce qu'ils nous disent, c'est que l'État est là, fait sa part, signe des conventions, mais les investissements privés ne suivent pas. Et ils ne suivent pas. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un resserrement du crédit qui fait que c'est très très difficile d'obtenir un crédit pour un projet. Et je comprends les banquiers d'ailleurs à la limite, parce que comme c'est un projet par nature, il n'y a pas encore de clients, de chiffre d'affaires et tout. C'est un projet. Mais France 2030, ça vise précisément à financer des projets. Et donc là, il y a une contradiction dans le système entre l'État qui d'un côté déverse des dizaines de milliards pour financer des projets et les banques que les projets inquiètent par nature, puisque... Là, vous parlez donc du financement de la casserie d'amandes qui doit être basée à Signes, dans la zone d'activité. Et donc, c'est pour la construction de cette usine que vous avez eu du mal à être suivi par les banques, malgré donc tous les soutiens dont vous parlez. Mais elle va finir par voir le jour, cette casserie ? Oui, ça y est. On est en train de finaliser. On a une offre de crédit bancaire et on est en train d'augmenter notre capital. Donc, la casserie va bien sortir. Mais les difficultés que nous avons rencontrées sont assez emblématiques des difficultés de tous les entrepreneurs qui essayent de financer des projets de développement aujourd'hui et qui n'y arrivent pas dans un contexte de resserrement du crédit. Vous, Charlotte Debost, relocaliser pour vous, alors c'est pas forcément planter des arbres ni créer une usine, c'est pour votre site de e-commerce, le Berceau Magique, finalement aller à la rencontre physique de vos clients que jusqu'à présent vous captiez uniquement sur la toile ou quasiment uniquement, et notamment avec le click and collect que vous avez mis en place dans vos nouveaux locaux à Sifour. C'est ça, parce qu'effectivement, Berceau Magique existe depuis bientôt 20 ans, ça fera 20 ans au mois d'avril. Et donc mon entreprise jusqu'ici a toujours été, s'est développée nationalement. Nos clients sont en France et même à l'étranger. Mais on était très peu visible à Toulon et dans le Var. Et c'est vrai que depuis notre déménagement cet été à Sifour, j'ai vraiment repensé un peu les choses pour qu'on puisse s'implanter beaucoup plus. Et c'est ça qu'on imagine à la relocalisation, le click and collect. Ce qui vous a fait changer un petit peu de cap, c'est notamment l'expérience de la pandémie où il y a eu une envolée donc pour le e-commerce, on comprend pourquoi, et après la pandémie il y a eu un petit recul. Donc comment s'est fait cette... Effectivement, la pandémie nous a poussé, a fait exploser notre activité, ce qui m'a amené effectivement à devoir changer de locaux pour avoir un entrepôt beaucoup plus grand, beaucoup plus fonctionnel. Et cette pandémie nous a fait, derrière, on va dire, on est revenu à un niveau normal d'activité, finalement au niveau précédent, avec des attentes des consommateurs un peu différentes en termes de
de typologie de produits, la problématique de l'inflation, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau économique. Ce qui fait qu'on a vraiment pris la décision de s'ouvrir déjà à la clientèle locale, en commençant par se faire connaître, ne serait-ce que dans la zone des Plailles, Sifour, Olioul, Sanary, les communes environnantes, des particuliers, mais aussi de plus en plus des professionnels, puisqu'on a décidé d'adresser maintenant beaucoup plus, c'était déjà le cas, mais sans qu'on fasse un effort particulier, des crèches, des comités d'entreprise, des hôtels, qui venaient à nous naturellement, mais sur lesquels on ne faisait aucun effort de visibilité. Donc on commence cette partie-là en local, puisque j'ai travaillé aussi beaucoup les axes RSE au niveau de l'entreprise, et c'est vrai qu'on était finalement assez peu implantés au niveau des parties prenantes locales. Le Made in France, pour vous, c'est plus compliqué que de la production d'amandes dans votre secteur d'activité? Alors, nous, ce qui est Made in France, c'est l'équipe, c'est les salariés, c'est l'activité de service qu'on propose avec le click and collect, avec des événementiels, avec voilà, tout ce lien clientèle. Par contre, il est évident que la plupart de nos produits ne sont pas du tout fabriqués, sont pour certains fabriqués en Europe, mais pour un certain nombre fabriqués hors Europe. Mais il est clair que c'est une entreprise française et c'est un peu la grande différence entre acheter sur un site e-commerce américain bien connu ou acheter chez Berceau Magique, c'est que bien sûr ça développe l'emploi en local, dans le Var. François Moulias, vous expliquiez tout à l'heure les difficultés financières. Vous nous avez dit que monter une usine, donc un outil de production, c'était kafkaïen. Vous entendez quoi par là? C'est totalement ubuesque parce que vous êtes à la croisée du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme, du droit de la construction, du droit social, etc. etc. Et l'accumulation de ces normes fait que vous arrivez à des situations totalement ubuesques où vous n'arrivez plus à rendre compatibles les droits entre eux. Et donc, par exemple, vous avez un exemple, un truc? Oui, par exemple, pour avoir une certification industrielle très importante pour nous, qui s'appelle IFS Food, qui est nécessaire pour vendre les produits aux grands clients, eh bien, vous devez avoir ce qu'ils appellent une zone propre et une zone sale, avec donc des salariés dans chaque zone. Et comme ils ont le droit, Code du travail, à une pause de 10 minutes toutes les 2 heures, je crois, il ne faut pas qu'ils touchent la même porte s'ils veulent sortir fumer une cigarette dehors, parce que sinon, on perd toute la certification. Et donc, on entrecroise des normes incroyables. On a même eu au début, par exemple, on devait avoir un arrêté de défrichement. Mais on ne va rien défricher, c'est dans une zone industrielle, on ne va pas attaquer la garrigue de la Sainte-Baume, c'est dans une zone industrielle. La zone de Signes, elle est déjà bien défrichée. Et donc, c'est que des trucs comme ça. C'est-à-dire que, honnêtement, il y a une accumulation de normes et de règlements qui fait que il faut s'entourer. C'est extrêmement coûteux, il faut s'entourer d'un tas de conseils parce que c'est plein de pièges. Et il faut une grande patience. Ça pourrait être plus simple, franchement. Justement, vous appelez à un choc de simplification. Vous le subissez aussi, ça, ce genre de... Alors oui, c'est sûr qu'à tous les niveaux, entre les nouvelles normes, les nouvelles taxes, les modifications, les réglementations dans l'e-commerce ont beaucoup bougé aussi, en imposant de plus en plus de choses. Et puis les règles au niveau européen en termes de TVA et autres, oui, il y a tout le temps des modifications, c'est sûr que c'est pas simple. Vous avez eu des difficultés notamment à trouver les locaux nécessaires à votre activité, vous avez mis 2 ans, Ma plus grande difficulté, alors voilà, effectivement l'entreprise existe depuis 20 ans, donc j'ai commencé chez moi, seule, donc vraiment j'ai eu énormément d'étapes, mais on est monté jusqu'à une 50aine de salariés dans nos locaux de Toulon-Ouest. Et ces locaux-là, j'avais déjà mis plus de 2 ans à les trouver, à les rénover, etc., à les rendre adaptés à l'activité de e-commerce qui est vraiment hybride, entrepôt et bureau. Et ces locaux au Plailles, j'ai cherché plus de 2 ans. J'ai failli faire construire plusieurs fois, chercher des terrains, des réhabilitations, et j'ai eu la chance de trouver ces locaux, et ça j'ai acheté en 24 heures, quoi. Quand on parle de Made in France, donc votre associé, on se souvient de la marinière, on se souvient de l'emblème on voit le secteur d'activité de Megara, donc des articles de puériculture, où on en parlait l'autre jour, vous aimeriez sûrement aussi trouver des fournisseurs Made in France, mais c'est compliqué. Quand on voit ça, on se dit, on part de loin. Est-ce que le Made in France a vraiment encore aujourd'hui un avenir et une possibilité de se développer quand on voit ces complexités, quand on voit des filières qui ont été abattues complètement? Alors on part d'encore plus loin que vous ne le pensez. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, la France est l'avant-dernier pays pour le taux d'emploi industriel, qui est de l'ordre de 9%. C'est-à-dire, en clair, on est à peu près au niveau de la Grèce. C'est-à-dire la Bulgarie, la Roumanie sont loin devant nous en termes d'emploi industriel. Donc on est de loin le grand pays le plus désindustrialisé de l'Europe des 27. Donc, et la pandémie de Covid nous a permis de comprendre qu'il y avait des pans entiers de notre économie, y compris sur des choses très simples, qu'on ne faisait plus en France parce que
mauvais choix politiques, économiques pendant des décennies. Donc on part de très très loin. Alors maintenant, il y a une nette accélération quand même, sous l'effet à la fois de la puissance de feu des plans de relance européens et aussi d'une prise de conscience des consommateurs, avec deux problèmes. Le premier, c'est que des produits fabriqués en France sont souvent plus chers pour des raisons multiples. Tout est plus cher. En fait, le foncier est plus cher, la main-d'œuvre est plus chère, la construction d'une usine est plus chère, et vous additionnez des coûts et des normes dont on parlait tout à l'heure, qui renforcent encore les coûts. Ça fait que c'est très très difficile de produire. C'est impossible de produire à un prix qui est, on va dire, le prix mondial. Et dans les amandes, nous, on est beaucoup plus cher que les amandes importées. Américaines. Alors, on est bien meilleur, consomme moins d'eau, pas de bactéricides, pas de pesticides. Elles sont bien meilleures. Mais on ne peut pas les faire au même prix. Et pour une raison très simple, c'est que, en gros, on a un rendement qui est divisé par 3. Donc, le coût est triple à rendement constant. Et donc, alors le coût ne sera pas tout à fait triple, parce qu'on travaille sur tout ça, mais c'est forcément des marchés de niche, si vous voulez. Et ça, c'est vrai pour toutes les relocalisations. C'est par nature plus coûteux. On part de beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Donc, il faut trouver sa clientèle. Il faut trouver une clientèle, il faut beaucoup de pédagogie. Il y a des gens qui sont un peu militants dans leur consommation. Et de toute manière, c'est l'avenir. C'est-à-dire que chacun sait que plus ça va, plus cette demande sera forte. Charlotte Dubos, le click and collect, ça participe aussi de ça, de s'adapter au budget de vos clients. Hein, on en parlait. C'est aussi tout simplement éviter des envois inutiles. C'est-à-dire que quand on voit des clients qui commandent et qui habitent à quelques kilomètres de nos bureaux, il y a une forme de non-sens. Donc c'est vrai qu'en plus on est arrivé dans la zone des Playes où il y a des milliers de salariés. On s'est dit c'est vraiment le moment de proposer ce service, et ça a tout de suite pris. Effectivement, on a des personnes qui viennent chercher, et puis au-delà de cette économie qu'ils réalisent et de cette non-consommation au niveau environnement, ça permet aussi de recréer du lien. Et je crois que depuis la période Covid, nous on le voit, les particuliers sont en demande de ça aussi, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir un avis sur un produit, de pouvoir avoir un conseil. Nous on reçoit beaucoup de femmes enceintes, elles sont friandes de conseils, en plus on organise des événements qui leur sont destinés, donc c'est clair que ça me paraît très important d'être implanté sur son territoire finalement aujourd'hui. C'est étonnant peut-être d'avoir la révélation 20 ans plus tard, mais on se rend vraiment compte aujourd'hui que ça nous apporte aussi d'avoir ces feedbacks de nos clients qui peuvent aussi nous dire j'apprécie ça ou tel produit, vous devriez plus le mettre en avant. Voilà. François Moulias, la casserie sera à Signes, donc, et les vergers, il y en aura dans le Var? Alors les vergers, il y en aura dans le Var. Le Var, c'est le midi méditerranéen de façon générale, c'est le berceau magique de l'amandier, puisqu'en fait, c'est les Dominicains espagnols qui l'ont importé en Californie. 80% des amandes qu'on consomme en France viennent de Californie, c'est quand même absurde. Le reste vient d'Australie ou d'Espagne, alors que c'est un arbre qu'on trouve partout dans le Midi, y compris dans le Var. Donc on a plusieurs projets dans le Var, vers Beausset, La Cadière, Signes ou dans la vallée de l'Argence. C'est par nature, c'est des projets très longs, parce qu'il s'agit de planter des arbres, donc c'est une décision lente et compliquée. Mais oui, c'est un côté très sain de réimplanter une culture qui est en fait originaire de Provence. Et vous passez donc des contrats avec des agriculteurs pour pouvoir réimplanter des vergers Oui, en gros, on a deux types de contrats. Soit on leur achète des amandes à terre, on leur dit plante des amandiers, nous on t'assure la sortie et on t'encadre techniquement, etc. Soit quand c'est des vergers un peu plus gros, qui coûtent très cher, en gros, 1 hectare d'amandier, en gros, ça vaut 25 000 €. Donc si vous faites, ça va très très vite, si vous faites 8 hectares, c'est 25 millions d'euros. Et donc dans d'autres cas de figure, on s'associe avec l'agriculteur. On va financer la société qu'on crée ensemble. Cette société va louer la terre à l'agriculteur lui-même. On le paye tout de suite, parce que dans l'agriculture, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'un agriculteur, depuis toujours, il gagne sa vie en vendant une récolte. En fait, économiquement, c'est un raisonnement absurde, ça, parce que vous ne tenez pas compte du prix ni de la terre, de l'actif, ni du travail dans le prix de revient. De sorte que si vous êtes un agriculteur, aujourd'hui vous plantez un amandier, vous devez attendre 6 ans pour être payé. C'est quand même pas très motivant d'attendre 6 ans. Et nous, on le paye dès la plantation du verger, au nom d'un principe économique assez simple, c'est que le travail se paye et que le travail c'est tout de suite, c'est pas dans 6 ans. Donc si vous voulez les amandes dans 6 ans, il faut bien payer tout de suite. Et si vous n'y arrivez pas,
ça veut dire qu'il ne faut pas planter le verger. Ça veut dire qu'il y a une erreur économique dans le raisonnement. Et dans tout autre secteur économique, on trouverait normal de payer le travail tout de suite. Vous payez vos salariés, on ne les paye pas dans 6 ans. Et dans l'agriculture, tout le monde trouve ça normal. Incroyable quand même. Quand est-ce qu'on pourra goûter les premières amandes de la Compagnie des amandes? Ça y est, on pourra les goûter dès demain dans un salon, le Site Lévy à Montpellier, puisqu'on a fait une première récolte en septembre dernier, mais la prochaine sera beaucoup plus significative. L'avenir de la Compagnie des amandes, donc vous nous l'avez un peu dessiné, on a hâte de voir tout ça se développer et d'inaugurer bientôt la casserie. Mégara, est-ce que demain on peut imaginer des commerces physiques? Est-ce que vous allez faire la bascule à 360 degrés? Vous y pensez? C'est quelque chose qui est... Alors on a souvent de la demande effectivement pour aller vers ça. C'est vrai que c'est un autre métier quelque part. Nous, on est quand même des spécialistes du digital, du marketing digital. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment passer ce cap aussi des nouveaux modes de consommation. Donc, on a vu effectivement l'aspect local. On travaille de plus en plus sur tout ce qui est aussi produits reconditionnés. Et on sait on a tout de suite vu, on a fait des petites expériences, on a vu que ça prenait assez vite. Donc, on est en train de vraiment développer un savoir-faire sur la vente à distance de produits reconditionnés. Toujours des produits pour les bébés, mais il est possible qu'on aille vers de nouvelles expériences de ce type, sur tout ce qui est marché de l'occasion, etc., sur du local. C'est vrai que la partie boutique, c'est quelque chose qu'on pourrait activer ou pas, mais aujourd'hui, il y a vraiment de grandes transformations sur le digital et surtout un marché beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait toucher avec une boutique. Merci Charlotte Dubos, merci François Moulias d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, on passe à l'entreprise du mois. Et l'entreprise aujourd'hui, c'est Start Mining avec son fondateur Semi Baragan. Et tout de suite, on va partir en Islande dans une ferme de minage de crypto-monnaies. Semi Baragan, merci d'être avec nous. Alors on dit de votre entreprise qu'elle révolutionne le minage. On n'est pas avec des pioches, ruées vers l'or, tout ça. On est dans le domaine de la crypto-monnaie. Et c'est un domaine qui est très mystérieux pour beaucoup d'entre nous. Moi, la première. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être très simplement, basiquement, ce que vous faites chez Start Mining? Avec plaisir. Alors, chez Start Mining, en fait, on héberge des milliers de serveurs qui appartiennent à nos clients, qui proviennent d'un peu partout dans le monde, la France, mais aussi à l'international. Et en fait, c'est quoi concrètement le minage de crypto-monnaie? En fait, c'est plus simple qu'on ne le pense. Ça peut paraître mystérieux, mais c'est simple, en fait. L'opération de minage, c'est simplement des serveurs qui viennent sécuriser un réseau mondial qui s'appelle la blockchain et qui est en fait simplement un vaste livre des comptes transparent, public, où chacun peut vérifier des transactions qui sont en train d'être générées tout le temps. Toutes les 10 minutes, il y a des transactions entre les gens, en fait, en Bitcoin par exemple. Et le minage vient sécuriser en fait ces transactions. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une chaîne de blocs et les mineurs, en sécurisant le réseau de la blockchain, vont prendre un bloc et le raccorder au reste de la chaîne de blocs, qu'on appelle donc la blockchain. On peut imaginer ça un petit peu comme un train. On prend un wagon, on le raccorde au reste des wagons et à partir de là, le wagon devient validé. Le bloc il a été vérifié, il est validé, il est raccordé à la chaîne de blocs et à partir de là, vous avez le bloc qui va décapsuler en quelque sorte 6,25 bitcoins, et ce toutes les 10 minutes. Donc autrement dit, toutes les 10 minutes, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de mineurs de crypto-monnaies à travers le monde qui sont récompensés en bitcoin, et c'est fabuleux, et ça fait que tout le monde participe
à la sécurisation du réseau parce qu'il y a une récompense, il y a une incentive à le faire. Ça veut dire qu'on peut imaginer des personnes devant leur PC en train d'essayer de trouver finalement la bonne solution pour sécuriser une transaction et d'être récompensées lorsqu'elles fournissent une solution qui a un intérêt. Alors ce qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être mathématicien, d'être un grand expert en cryptographie, c'est fini. En fait, c'est les machines qui le font et qui le font mieux que nous d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut très bien laisser brancher une machine dédiée au minage de crypto-monnaies, on va appeler ça un serveur pour simplifier, et le laisser tourner dans sa chambre, dans son garage ou chez un expert opérateur comme Start Mining par exemple. Et en fait, ces machines vont amener des milliers, des milliards d'opérations. Et naturellement, ces opérations qui sont envoyées au réseau, eh bien, le propriétaire de la machine va récupérer donc cette contribution qu'il a apportée, il va la récupérer en Bitcoin. Il est récompensé directement par le protocole. Et d'ailleurs, le fait qu'un protocole Bitcoin dise à chaque fois qu'on raccorde un bloc à la chaîne, on récompense l'ensemble des mineurs, ça veut dire que toutes les 10 minutes, vous avez quand même des Bitcoins qui rentrent dans le réseau, des Bitcoins qui sont émis dans le réseau. Et c'est pour ça qu'on parle d'analogie avec le minage, avec l'or notamment. On va extraire, les ressources sont limitées quand même, on va extraire, le supply est limité, on ne peut pas inventer de nouveaux Bitcoins, donc on va les extraire, et ensuite ça va rentrer dans le marché. Le minage de Bitcoin, c'est exactement ça. Il y a de la solidarité, du coup, une philosophie derrière, quelque part. Pour être récompensé, il faut bien travailler ensemble, en fait. Oui, absolument, parce qu'en fait, une machine ne pourrait pas, techniquement, ou alors il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour qu'une machine à elle seule soit capable vraiment de trouver la bonne solution qui va vraiment sécuriser le bloc et raccorder ce bloc à la chaîne. Donc en fait, on est obligé d'être en quelque sorte collaborateur avec les autres mineurs partout dans le monde. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisqu'en fait, on va venir pooler l'ensemble, donc converger l'ensemble de la puissance de calcul dans ce qu'on appelle des piscines, des bassins, donc des pools de minage. Et ce sont ces pools de minage qui ont vocation à collecter la puissance de calcul, qu'on appelle le hash rate dans notre jargon. Et cette puissance de calcul va permettre au pool de trouver, à un moment donné ou à un autre, la bonne solution au bloc, pour ensuite récupérer ce fameux bloc reward, c'est-à-dire les 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes, et ensuite faire la répartition à l'ensemble de ceux qui, soit dans leur garage ou chez Start Mining, sont en train de contribuer à la puissance de calcul. Et ce prorata de la puissance de calcul qu'ils émettent. Vous avez parlé de protocole à l'instant. Ce protocole, finalement, c'est un peu ce qui régit tout ce que vous venez de décrire et qui rend l'activité de minage rentable. C'est un vrai investissement, comme de l'épargne, en fait. Ça peut être assimilé à de l'épargne, effectivement. En tout cas, c'est vraiment du revenu passif, puisque finalement, ça ne nous demande pas à nous de l'énergie ou des compétences particulières en tant que mineur de crypto-monnaie. À partir du moment où on confie son matériel à, par exemple, Start Mining, eh bien oui, c'est un revenu passif. Et la vocation de Start Mining, depuis le départ, depuis 5 ans qu'on existe aujourd'hui, c'est d'aider les entreprises, mais surtout les particuliers, à se construire un patrimoine en Bitcoin, qui est un petit peu l'or du numérique, sachant que ce n'est pas forcément à la portée de chacun. Et on le voit très bien avec l'or. Il n'y a personne qui va aller avec sa pelle et sa pioche, aller chercher de l'or. Aujourd'hui, c'est plutôt des industriels qui vont le faire, et pas forcément bien le faire. Il y a des sujets écologiques aussi derrière. Donc Start Mining, ce qu'elle fait, c'est que déjà, elle garantit l'énergie 100% verte, et en plus, elle permet aux gens de pouvoir fabriquer du Bitcoin, donc de l'or du numérique, de manière à ce que tous les coûts soient mutualisés, et donc de manière à ce que ce soit beaucoup plus rentable pour nos clients. Pourquoi l'Islande pour installer tous vos serveurs, d'ailleurs ? Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi l'Islande. Au début, c'était en France. Oui. Et en fait, naturellement, on s'est porté vers l'Islande parce que déjà, on est capable de tracer l'électron. On sait qu'il est 100% vert. L'Islande, c'est une île autarcique. Une île autarcique qui n'a pas de pipeline raccordé au reste du monde. Donc, ça veut dire que toute l'énergie, elle est produite sur place. Elle est géothermique, elle est hydroélectrique. Donc, je sais quel est l'électron qui est derrière. Je sais qu'il est 100% labellisé vert green, j'ai pas de souci avec ça. Et il faut beaucoup d'électrons pour faire tourner les serveurs. Il faut de beaucoup d'énergie. Donc autant capter les surplus d'énergie. Et l'Islande a des surplus d'énergie. L'Islande, c'est quand même un pays qui a presque la superficie de la France pour 310 000 habitants. Donc des surplus, ils sont immenses. Et puis évidemment, alors il y a le froid naturel du pays, qui est quand même assez important, puisqu'on n'a pas besoin de climatiser. On fait des économies d'échelle, donc on consomme moins d'énergie par rapport à des data centers qu'on verrait sur le reste du monde, puisque là, on va capter le froid naturel du pays. Mais plus important encore, eh bien, on n'est pas exposé à la géopolitique qui se déroule dans le reste du monde. Lorsque vous avez une guerre, lorsque vous avez un
problème ou malheureusement une pandémie ou quoi que ce soit d'autre qui arrive, vous avez toujours un effet papillon qui vient vous embêter dans ce que vous faites en France ou ailleurs. Alors que là, le fait d'être dans une île, en autarcie, on n'est pas du tout en conséquence des effets papillons qu'on pourrait avoir par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Alors on parlait avec nos précédents invités de relocalisation de la production, ce n'est pas votre cas, mais vous militez pour relocaliser les cerveaux à Toulon et faire de Toulon en fait la capitale du Web 3. Déjà, c'est quoi le Web 3 et pourquoi Toulon ? Alors le Web 3, c'est un jargon assez familier dans le domaine qu'on aime bien parce que c'est un web qui se veut successeur du Web 2. Sur le plan éthique, sur le plan philosophique, sur le plan technologique. Il se veut successeur du Web 2. Le Web 2 qu'on connaît très bien, vous allez sur votre moteur de recherche, faites vos recherches, etc. Ça, c'est le Web 2 avec des sites internet, des blogs, etc. Le Web 3 est censé être l'étape qui suit avec des NFT, avec la blockchain en fond de technologie sur l'ensemble des verticales et avec évidemment les crypto-monnaies, etc. Et bien évidemment le métaverse. Et effectivement, j'ai remarqué que dans le territoire, Toulon, on a une quinzaine de startups quand même assez intéressantes qui sont en train de s'investir dans le Web3, mais surtout qui ont du talent, qui ont de vraies compétences et surtout qui ont vraiment une valeur à ajouter au Web3 au sens large, au Web3 au sens mondial du terme. Elles sont là, elles sont dans le bassin. Évidemment qu'on les a repérées, on a envie de les accompagner, on a envie de les aider. Et alors, est-ce que ça va suffisamment vite pour vous ? Parce que vous nous parliez récemment du cas d'Angers, où vraiment il y a plusieurs collectivités qui se sont mis derrière justement les acteurs économiques pour faire d'Angers aussi une capitale du Web3. On va se faire doubler à Toulon par Angers, c'est ça qu'il faut craindre ? Alors, Angers, Paris, Metz, sont des villes qui effectivement ont de très belles startups aussi dans le Web3, qui sont en train de grandir, mais qui bénéficient effectivement d'un véritable et bel accompagnement de la part des collectivités territoriales, de la part parfois même du département. Et il est vrai qu'on apprécierait forcément d'avoir un soutien en surface déjà, c'est le plus important, en surface, en mètres carrés, pour pouvoir onboarder, donc accueillir ces startups qui ont besoin d'une implantation locale, qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de construire des synergies. Mais pour faire des synergies, il faut être ensemble. Pour être ensemble, il faut de la surface, c'est important. Et pour ça, on a besoin d'aide, on a besoin des collectivités. Et évidemment que ça contribue au rayonnement territorial, puisque le Web3, ce n'est pas une invention française. Le Web3, c'est partout dans le monde. Et vous avez plein de boîtes Web3 qui risqueraient effectivement de sortir du bassin toulonnais. Elles sont là aujourd'hui. Il y a des discussions où on essaie un petit peu de conserver cette énergie ici, mais il n'est pas impossible qu'elle nous quitte. Et donc, tout l'intérêt est là, c'est de faire écho à cette émission pour être capable justement de faire quelque chose assez rapidement, parce que se faire doubler, je pense que oui, on est clairement dedans, mais être capable de les onboarder et de les aider et de faire en sorte qu'on ait quelque chose ici qui fasse sens au sens Web3. Je pense qu'on peut même parler de Silicon Valley-like du Web3. Vous, Start Mining a lancé sa levée de fonds là, actuellement. Alors effectivement, on est en pleine période de levée de fonds. Alors pour l'instant, on fait valoriser d'abord l'entreprise avec les experts comptables, les avocats, les commissaires, etc. Donc le but, c'est de valoriser d'abord la boîte. On sait qu'on a à peu près valorisé une dizaine de millions pour l'instant, mais vraiment de mettre en jeu l'ensemble de nos contrats clients, l'ensemble de notre comptabilité sur les 3 derniers bilans, et de faire en sorte ensuite, évidemment, avec ça, d'aller chercher des fonds, sachant que quand vous êtes une entreprise, vous avez 2 solutions en vérité. C'est soit vous prenez les escaliers et vous grandissez step by step, client par client, soit vous faites de levée de fonds et vous prenez l'ascenseur et ça va 10 fois plus vite et vous arrivez au 10e étage. Donc, on a toujours pris l'escalier. Ma foi, je pense que prendre l'ascenseur, c'est plutôt bien aussi, de temps en temps. Mais j'ajouterais quand même que ça serait bien c'est pas purement pécunier. L'idée derrière est vraiment de faire entrer dans le capital de l'entreprise et dans le board, soit un fonds d'investissement, soit un family office ou un business angel, qui presque, je vais dire, va ajouter aussi du mentorat, va ajouter de l'opérationnel et pas seulement des fonds. L'appel est lancé. Absolument. Merci Semi Baragan, donc Start Mining, une entreprise saïnoise. Et tout de suite, le poste.
Bonjour Virginie Romano, vous êtes expert comptable au sein de votre cabinet groupe FGC et vous venez nous voir pour nous parler du réseau Femmes Chefs d'entreprise. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc oui, je suis expert comptable et chef d'entreprise, associée au sein du groupe FGC, donc, qui est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil implanté dans le Var. Alors pour évoquer rapidement mon parcours, j'ai fait une école de commerce et j'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'audit à Paris. Et puis je suis rentrée sur Toulon, puisque donc je suis toulonnaise, et j'ai intégré le groupe FGC en tant que collaboratrice. J'ai passé mon diplôme d'expertise comptable et donc j'ai pu m'associer donc au sein de cette belle entreprise. Le groupe FGC, c'est une entreprise qui a plus de 60 ans, qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Nous sommes 8 associés, 10 experts comptables et un peu plus de 100 collaborateurs. Et donc aujourd'hui, je suis très épanouie dans ma vie professionnelle de femme et de chef d'entreprise et j'ai donc voulu partager cette vision de la vie avec d'autres femmes. C'est pourquoi j'ai choisi le réseau des FCE. Les FCE, c'est un réseau donc dédié aux femmes. Nous participons à divers événements de la vie économique varoise. Nous nous réunissons une soirée par mois, au cours de laquelle nous assistons à des conférences diverses et variées qui intéressent les chefs d'entreprise. Ces soirées sont également des moments d'échange entre nous sur nos problématiques donc de chefs d'entreprise, mais aussi de femmes, de mères, d'épouses. Le but des FCE étant de montrer aux femmes qu'il est tout à fait possible de combiner une vie professionnelle avec des responsabilités importantes et donc notre vie de femme. Personnellement, donc, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 7 et 9 ans et je suis très heureuse de mon équilibre vie privée, vie professionnelle. Or, malheureusement, nous les femmes, nous mettons souvent beaucoup de barrières, trop de freins. On a peur parfois de ne pas pouvoir assumer notamment notre rôle de maman si on prend des responsabilités professionnelles importantes. Or, c'est l'inverse. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et la liberté, justement, de pouvoir s'organiser, de choisir son emploi du temps. C'est parfaitement compatible avec une vie de femme. On travaille, c'est sûr, en tant que chef d'entreprise, on travaille souvent beaucoup, mais au rythme qu'on choisit. Et donc ça n'a pas de prix. C'est ce qui vous a décidé, j'imagine aussi, lorsque vous êtes passé du statut de salarié finalement au statut de dirigeante et d'associé de votre cabinet. Et aujourd'hui, dans ce que vous faites au sein de la FCE, il y a aussi une notion de représentation. Puisque vous avez des mandats, hein, les femmes élues dans le réseau FCE représentent les entreprises dans différentes instances. Exactement, exactement. Un des buts des FCE aussi, c'est en effet de promouvoir la femme dans la vie économique donc, de sa région, hein, dans le Var en l'occurrence, afin qu'elles accèdent à des mandats divers et variés en fonction de leurs appétences. On a plusieurs élus à la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers, au Prud'homme, au tribunal de commerce. Voilà, parce que là aussi, les femmes sont encore assez peu représentées aujourd'hui. Merci Virginie Romano, merci à tous nos invités. Et je vous donne rendez-vous avec Amandine en début d'année prochaine pour un nouveau numéro de Territoire Éco Var. Et en attendant ce 3e numéro, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet varmatin.com, sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du groupe Nice Matin. Je vous dis à très vite.